Alors, mon parcours est un parcours assez atypique, c'est-à-dire que j'ai fait une scolarité somme toute assez normale. J'ai fait un baccalauréat, je suis allée en fac, j'ai fait une fac d'anglais, fac de langue, voilà. Ce qui est pas plus mal parce qu'aujourd'hui ça me fait un bagage et que c'est aussi bien de pouvoir communiquer avec des clients à l'étranger ou même des clients qui viennent sur place dans une langue qui n'est pas forcément la langue française. Donc l'anglais et l'espagnol, je me débrouille. Voilà. Ensuite j'ai été chanteuse de rue. Donc j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec un monsieur qui avait un orgue de Barbarie. Et on a tourné la manivelle ensemble. On a fait des foires, les salons, les maisons de retraite, les festivals, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis après, j'ai eu 2 enfants, donc j'ai pris le temps de m'en occuper aussi un petit peu. Mais en parallèle de ça, j'ai travaillé pendant 10 ans au BHV, Rivoli, au sous-sol, à la quincaillerie, ce qui fait que ça m'a beaucoup apporté, je dirais, dans la réflexion sur la méthodologie de travail, en tout cas sur les techniques et les pratiques de bricolage, entre guillemets. Et j'ai aussi été familiarisée avec ces matériaux parce que du coup, je travaillais au poignet de style. Donc j'ai appris à ce moment-là, on va dire, une partie de l'histoire de l'art, parce qu'il fallait avoir des références, le style Louis XV, le style Louis XVI, le style Empire, le style Louis-Philippe, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui sont importantes de connaître quand on veut vendre à des décorateurs des pièces d'art ou des pièces d'aménagement de la maison. Et puis ensuite... Ensuite, j'ai renoncé à mon salariat au BHV pour m'occuper un peu plus de mes enfants et j'en ai profité pour faire une formation d'infographiste. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'infographiste à mon compte. Je créais des logos, je faisais de la carterie, je faisais des décors de boules de Noël en verre. Voilà, donc c'était assez sympa et j'avoue que travailler comme infographiste, ça m'a permis aussi aujourd'hui d'être un peu plus autonome par rapport à mon image et à tout ce que je dois véhiculer sur les réseaux sociaux comme image. Donc voilà, je sais travailler une photo sur Photoshop pour la rectifier, la retoucher et tout ça. Je sais utiliser Illustrator, ce qui me permet de faire ma carterie, de faire mes flyers, voilà, d'avoir quand même, sans avoir besoin de dépenser de l'argent en permanence sur un budget qu'on n'a pas forcément, de pouvoir être autonome à peu près de mon image. Ce qui n'empêche que voilà, faire appel à un photographe professionnel, parfois, ça a quand même du bon. Oui. C'est excellent. Et voilà, j'en ai quelques-uns qui m'ont fait des photos juste merveilleuses, comme Marion Sopin, par exemple, qui m'a fait des choses juste extraordinaires. Donc ça, c'est bien. Et puis un jour, on s'est installé à Crécy-la-Chapelle pour nos besoins personnels et familiaux. Et j'ai rencontré toute une bande d'artistes et il se trouve que cette bande d'artistes, il y avait une sculptrice dans le lot, sculptrice qui avait besoin qu'on vienne lui filer un coup de main pour travailler sur des petits bronzes qu'elle venait de récupérer de fonderie. Donc on est allé dans le village d'à côté chez un ciseleur sur bronze. C'est-à-dire que le ciseleur sur bronze, il travaille avec des tout petits outils comme ça, voilà, c'est ce qu'on appelle des ciselés. Donc alors lui, il en a des centaines, de toutes les tailles, de toutes les formes, avec des motifs et des choses juste incroyables dessus. Et donc, chaque pièce qu'il récupère de fonderie, il retravaille les motifs, que ce soit des cheveux, des plumes, des mattes, en ce qui concerne des pièces de style Louis XV, Louis XVI et tout ça. On travaille sur ce qu'on appelle des mattes, c'est-à-dire que ça donne à la matière du mat, voilà, du grain, des choses, voilà. Mais il y a différents types de mattes en fonction des époques sur lesquelles on travaille et tout ça. Enfin, c'est extraordinaire. On pourrait en parler pendant des heures. Et je suis arrivée dans son atelier.
et quelque chose s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que je savais me servir de tous les outils qui étaient là. Mais vraiment tout, tout. Et les deux personnes qui étaient avec moi étaient juste sidérées parce qu'elles étaient en train de constater. Elles étaient témoins d'un truc, voilà, qui était juste incroyable. Alors, il m'a montré comment on allumait le poste à souder d'oxygène et d'acétylène. Il m'a fait une soudure pour me montrer la soudure. Et c'est moi qui ai fait toutes les autres soudures pour monter les petites sculptures sur des sellettes. Je savais me servir des tanks à poncer, de la perceuse à colonne, enfin des choses qui, dans mon univers, même si j'étais bricoleuse, même si j'étais à droite de mes mains et tout ça, enfin c'était inimaginable et impensable. Voilà. Et quand je suis sortie de là, j'avoue que j'ai été pas mal secouée et que ça a totalement remis ma vie en question. Et que la léthargie dans laquelle je me trouvais un petit peu à ce moment-là, à être, bon, ouais, graphiste c'était bien, mais c'était pas tout à fait la révélation. Et je me suis totalement remise en question. Et Julien Boisse, puisque c'était le nom du ciseleur sur bronze, m'a dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé chez moi là aujourd'hui, mais tu reviens quand tu veux. Je l'ai pris au mot et je suis restée chez lui pendant pratiquement 2 ans. Après j'ai continué mon apprentissage dans un autre atelier dans lequel, pour le coup, là, je travaillais vraiment en tant que bronzier d'art, même si c'était ma période, même si j'étais encore en train d'apprendre. Oui. Et j'ai été pris par un monsieur extraordinaire qui était en retraite. C'était anciennement sa boîte et maintenant il bossait pour son ancien salarié qui lui avait racheté sa boîte. Et il m'a pris sous son aile et ce monsieur qui était bronzier d'art depuis l'âge de 14 ans m'a appris des tonnes de choses, quoi. C'était juste merveilleux. Et du coup j'ai continué dans cette boîte-là pendant un peu plus de 2 ans. J'ai fait aussi un passage de quelques mois dans un atelier de staff, où j'ai appris à travailler la résine, le moulage, ces choses-là. C'était super intéressant. C'est pas forcément quelque chose que je garde dans mon activité, mais je me dis que la vie est ainsi faite qu'un jour on finit par avoir besoin d'utiliser ce qu'on a dans nos valises. Donc voilà, dans ma valise j'ai ça. Et donc en 2013, j'ai eu l'opportunité de me mettre à mon compte ici à Crécy-la-Chapelle. Donc j'ai récupéré cet espace qui était anciennement le salon de thé d'une pâtisserie exceptionnelle. Ah oui? Ouais. Et dans la foulée, j'en ai profité pour récupérer cette pierre. Elle provient du démantèlement du four de la pâtisserie. Donc, et pour moi, c'est une symbolique extraordinaire parce que c'est vraiment un relais. En fait, le pâtissier, c'était un artisan d'exception. Il faisait vraiment des pâtisseries hyper haut de gamme, et il est parti à Tahiti faire de la pâtisserie haut de gamme là-bas. Et cette pierre, c'est la pierre d'un four qui datait, oh là là, le four il devait dater des années 50, 60. Et donc il a, en même temps, enfin voilà, cette pierre, elle a vraiment une histoire à raconter. Et les autres pierres que j'ai là qui se délitent et se démantèlent, mais dont je garde chaque petit morceau précieusement parce que ça me sert toujours à caler des choses. Ces pierres-là, elles viennent de mon atelier précédent où j'ai fait mon apprentissage. Donc, il y a plein de choses comme ça dans mon atelier. Cet établi, c'est un de mes grands amis qui me l'a offert. Pour moi, il a une force extraordinaire, cet établi. D'abord, tout ce qui se pose dessus devient beau. Voilà. Que je pose un plateau de fromage dessus ou que je pose une future pièce, il y a quelque chose de magnifique. Mais même un bout de métal posé sur cet établi et fait en photo, ça donne tout de suite quelque chose de merveilleux, quoi. Il y a une force extraordinaire qui se dégage de cet établi. Et puis cet ami est décédé en plus il y a 2 ans et du coup ça n'en est que plus fort. Voilà. Et plein de mes outils comme ça, les marteaux qui sont devant par exemple, sont des marteaux qui ont déjà servi dans d'autres ateliers, donc ils portent une histoire avec eux. Tous mes outils de ciseleur, c'est pareil, ils ont déjà été... Ils arrivent d'un atelier de ciseleur et donc ils ont déjà eu une vie, voire 2 vies, voire 3 vies. Parce que
parce que ce sont des outils qui sont increvables en fait. Voilà. Et le fait qu'ils soient noirs ou un petit peu rouillés ou voilà, qu'ils portent en eux vraiment les stigmates de ce qu'ils ont à raconter, c'est extraordinaire parce que ça, enfin voilà, à un moment donné, ils s'expriment aussi. Oui, ça à vit, travers, en fait. ouais. Et moi, je suis juste, en fait, moi, je suis leur outil. Eux sont mes outils, mais moi, je suis leur outil pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc, c'est extraordinaire. C'est vraiment comme la matière. Voilà, elle se sert de moi parfois pour aller exprimer des choses de son histoire à elle, parce que j'ai dans mon travail des pièces qui parfois sont des pièces très ethniques. Or, je n'ai pas dans mes ascendants d'origine particulièrement africaine ou particulièrement égyptienne ou je ne sais quoi. Et étonnamment, parfois dans mon travail s'expriment ces origines-là. Donc je pense que vraiment c'est la matière qui, à travers moi, vient exprimer des choses. Voilà. Elle se sert de ma sensibilité pour parler de son histoire aussi. Je pense que c'est la matière qui est venue me chercher et que je n'ai pas eu besoin de le choisir. J'ai juste accepté, en fait. J'ai accepté que ça fasse... j'ai choisi de... La seule chose que j'ai choisie, c'est ça, c'est de prendre le risque de tout laisser tomber pour ce métier qui m'a choisi, en fait. Ouais, c'est merveilleux. Non, non, mais c'est merveilleux. Hein. J'ai aucun regret. Et puis mes enfants me soutiennent à leur façon, bien évidemment, mais malgré les sacrifices qu'on a dû faire depuis les 10 premières années, ça a été 10 ans de sacrifices. Hein. Avec, voilà, avec des revenus qui frôlaient le ridicule, tellement on frôlait le sol. Oui. Mais mes enfants ne se sont jamais plaints, en fait. Ils se sont jamais plaints. Ils savaient que si j'avais 20 € en trop à la fin du mois, on irait faire un cinoche, faire un McDo pour ne pas le nommer. Ils ont toujours su que le sacrifice que je leur imposais, parce que quand même, bon, après, du côté de leur papa, il n'y a pas ces carences-là non plus, donc ils se sont rattrapés aussi de l'autre côté, mais en fait, ils n'ont jamais manqué d'amour. Et je pense que c'était l'essentiel, quoi. Ils ont vu l'évolution de leur maman, ils ont vu comment, à un moment donné, j'arrivais à aller chercher en moi qui j'étais vraiment, et ça m'a tellement apaisée dans ma vie que c'était incroyable, quoi. C'était bénéfique pour tout le monde, en fait. Eh bien, ça s'est fait tout seul, une fois de plus. Ça a été... à nouveau, ça a été fait malgré moi, mais j'ai suivi parce que c'était le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'atelier dans lequel je travaillais à Coulommiers, il y a eu, je dirais pas tout à fait une mésentente, mais presque, il y a eu des quiproquos avec des personnes qui étaient venues se rajouter à l'atelier et qui ont un petit peu joué contre moi. Et du coup, c'était le moment de changer. Voilà, ça a été le moment de changer. Et pile poil à ce moment-là, j'ai eu à disposition cet espace que je n'avais pas au préalable. Donc j'ai eu cet espace avec mon appartement au-dessus qui ont été prêts juste à ce moment-là. Donc c'était le moment. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai installé mon atelier ici. Et j'ai été aidée par tous les gens qui m'entourent, tous mes amis et tout ça. Tout le monde s'est cotisé pour que j'ai comment on appelle ça, la dot. Voilà, ma dot de départ. Et j'ai pu épouser et j'ai pu faire mes épousailles en bonne et due forme avec une bonne petite fête. On s'est bien amusé. Voilà, donc dans cette dot de départ, il y a eu cet établi. Il y a eu certains de mes outils comme la perceuse à colonne, le petit tank qui est là. Alors moi, évidemment, j'ai un petit atelier. Donc, qui dit petit atelier dit outils avec des tailles moindres. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tout mon équipement,
c'est fait à ce moment-là. Puis après, voilà, après, je me suis perfectionnée avec le temps. Et pendant des années, j'ai travaillé qu'avec ce chalumeau. Donc, il fallait que j'arrive à travailler en finesse avec un chalumeau qui n'est pas du tout dans la finesse. Donc, non, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, le manque crée aussi quelque chose. Le manque développe la créativité aussi. Il faut trouver des solutions malgré la carence. Et du coup, j'ai vraiment développé des choses extraordinaires dans ces périodes où je manquais de tout. Enfin, pas de tout du coup, puisque en fait, on s'aperçoit que quand on manque, on trouve d'autres solutions et que les solutions, il y en a tout le temps, qu'on n'a pas besoin d'être hyper équipé, hyper outillé pour avoir un travail voilà, qui mérite d'être extraordinaire en fait. Oui. Ouais. Oui, voilà, en toute modestie, mais je veux dire vraiment, enfin, quand je vois aujourd'hui les pièces que j'ai réussi à faire avec ce matériel qui est pas du tout adapté à ça, et je me dis mais c'était incroyable. Alors aujourd'hui voilà, j'ai un chalumeau qui est beaucoup plus subtil et qui me permet d'aller voilà. Et puis j'ai en projet de m'acheter un autre chalumeau qui va avoir une flamme encore plus fine et pointue pour me permettre de faire vraiment des micro-soudures. Ça va être juste incroyable. Mais malgré tout, avec ce chalumeau qui n'était pourtant pas du tout adapté à la situation, parce que c'est vraiment... c'est même pas un chalumeau de plombier, hein, mais j'ai réussi à travailler très en finesse. Et du coup, maintenant que j'ai un chalumeau un peu meilleur, j'arrive à aller encore plus loin dans la finesse et dans les techniques de brasure. Donc en brasure, je me débrouille très très bien. J'ai travaillé récemment pour un antiquaire justement, pour qui j'ai fait une brasure sur une pièce de candélabre Empire, qui étaient des pièces extraordinairement belles. Et quand il est venu récupérer sa pièce, il était un peu soufflé par la finesse de la soudure. Et de ne pas se limiter à sa contrainte et de se dire que ça n'en est pas une, qu'il y a forcément une solution, une idée qui va germer, quelque chose qui va faire que on va réussir à passer ce petit défi, ce petit blocage là qui est là et qui nous embête. Mais que tout est possible au final. Que tout est possible en fait, absolument. Mais ça permet aussi de développer une capacité créative qui fait que on se limite pas à des pièces, on va dire, communes et courantes. Voilà. Ça veut dire que se dire que on peut, avec un outillage de base, travailler même sur des pièces d'exception, ça veut dire que dans sa tête, on se forge du no-limite. Voilà. Et on se dit que la limite, elle est juste là où nous, on a envie de la déposer. Mais en vrai, enfin, toi et moi, par exemple, on n'a pas les mêmes limites. Indéniablement. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et donc, moi, j'essaye de repousser de plus en plus ces limites-là. D'ailleurs, quand on voit l'art contemporain, parfois, on se marre parce qu'on se dit, voilà, on se dit, bon, c'est un petit peu exagéré, quoi. On se dit, non, mais ce tableau ou cette œuvre en volume, enfin, tout le monde peut poser un lavabo ou un chiotte sur une palette, en fait, en gros. Effectivement, tout le monde peut le faire, sauf que tout le monde ne se l'autorise pas. Et personne ne se l'autorise même, à part l'artiste qui, lui, va s'autoriser à ça. Et moi, je me dis, effectivement, même si son œuvre, elle peut être choquante parce que c'est ridicule, en soi, on peut se dire ça. En fait, ce qu'il faut sortir de ça, c'est juste la capacité de s'autoriser certaines choses.